Le Plan Nord est le plus grand chantier économique du Québec de notre époque, et il se déroulera sur 25 ans. 80 milliards de dollars seront investis durant cette période et 20 000 emplois seront créés ou consolidés par année. Ce plan se situe au nord du 49e parallèle et le potentiel économique est gigantesque. Il y a des ressources énergétiques, minérales, forestières et fauniques. Le territoire du Grand Nord comprend 200 000 km de forêt commerciale, trois quarts des capacités hydroélectriques déjà installées au Québec, de même qu'un potentiel éolien et photovoltaïque. Avec, entre autres, la hausse de valeur de l'or, l'exploitation de ces mines permettrait de nous enrichir. Il recèle également du lithium, du vanadium et des éléments de terre rares. Il y a aussi l'immensité du territoire et les conditions climatiques extrêmes qui posent problème. Un réseau routier et de télécommunications seront construits, de même des fonds publics, avec quelques partenaires privés pour aider au financement. Cette zone renferme une faune et une flore riches et diversifiées. Le gouvernement en est conscient et s'assurera de respecter l'environnement par l'instauration de stratégies environnementales. Par exemple, des parcs nationaux seront créés. De plus, le gouvernement Charest assure qu'il respectera les nations autochtones, voire de faire du travail en partenariat avec eux. En effet, le nord du Québec regroupe 120 000 personnes, dont 33 000 autochtones. Des infrastructures sociales seront rénovées, telles que des logements, écoles, services de santé, etc. Le premier argument que l'on entend pour tout arrêter, ou du moins ralentir le plan Nord, est que la loi sur les mines permet aux entreprises de puiser nos ressources en donnant des redevances trop basses. Le projet de loi 14 visant à réformer la loi sur les mines attire les critiques, tant par les environnementalistes que par l'industrie. Les premiers affirment que l'application du règlement, c'est-à-dire de surveiller si les compagnies minières respectent les conditions d'exploitation, sera très difficile à cause de l'éloignement géographique. Alors que l'industrie minière déplore que le projet de la loi permette aux municipalités d'avoir un droit de veto quant à l'exploitation de leurs terres. Le Parti québécois n'appuiera pas ce projet de loi car bien que les redevances passeraient de 13 à 16 cela est un chiffre théorique. En effet, selon le ministre responsable du dossier, que je cite, différentes opérations comptables permettent de ramener ce taux au taux de 6 Fin de la citation. En fait, le PQ propose un taux de 30 Le parti a comme modèle celui de la Norvège, où les redevances atteignent 50 La chef du parti, Pauline Marois, affirme, et je la cite, que les dépenses sont certaines d'être faites, mais que les revenus ne sont pas garantis. Le plan Nord est donc un risque, ce qui fait qu'une catastrophe n'est pas à l'abri. Fin de la citation. Finalement, en écoutant l'avis de plusieurs personnes, il n'y a pas grand monde qui s'entend sur combien paieront réellement les industries. Étant donné qu'on parle de milliards de dollars d'investissement, il serait bon qu'on éclaire ce plan nébuleux. Le choix le plus prudent serait sans doute de faire une pause, puisque le dossier semble, ce qu'on lit dans les journaux, rempli de failles. L'argument qu'il faut continuer de l'avant à cause des risques de retomber en récession est un argument faible. En effet, selon Québec, en fait, est une des régions de la planète où les impacts de la récession se sont fait le moins sentir. Et je parle de 2009. Il n'y avait pas de plan Nord en 2009. Je ne vois pas pourquoi tout ce développement minier serait indispensable pour ne pas tomber en récession. Le gouvernement Jean Lesage plutôt, a nationalisé l'hydroélectricité en 1962. Hugo Chavez, président de la République du Venezuela, veut nationaliser l'or. Celui-ci a une série de succès derrière lui, telle la gratuité scolaire et une forte augmentation de cliniques médicales à travers le pays. Cela est deux exemples de succès de la nationalisation d'une ressource qu'un pays possède en masse. En outre, le Québec est une nation éduquée, ce qui fait en sorte qu'il devrait être plus facile d'obtenir des travailleurs compétents dans le secteur des mines. Bref, la nationalisation se veut comme une alternative à étudier. En effet, les compagnies qui exploitent leur pays d'accueil, surtout dans l'Amérique latine, sont une pratique courante. Pourquoi celles-ci vont se soumettre au Québec, alors que ce ne sont pas dans leurs mœurs? Certains avancent comme argument que c'est une stratégie diplomatique.
Le Québec et le Canada contiennent la plus grande réserve d'eau douce au monde, en plus de plusieurs ressources forestières, énergétiques et minérales. Si notre pays désire tout garder pour lui-même, certaines nations dans le besoin devront trouver une autre façon de s'accaparer nos ressources. L'histoire nous raconte que les grandes puissances ont exploité les pays les plus faibles pour garder leur supériorité. Sans revenir trop loin en arrière, pensons à l'époque des colonies alors que l'Afrique des Antilles et l'Asie du Sud étaient divisées par le pays européen. Plus récemment, depuis la guerre froide, les Américains utilisent des compagnies pour puiser les ressources, surtout en Amérique latine et en Amérique du Sud. Une pratique que d'autres puissances tentent à imiter, comme la Chine en Afrique par exemple. Sinon, il y a toujours l'option radicale de la guerre. Ce n'est donc pas seulement sur l'aspect économique qu'il faut évaluer le plan Nord, mais ce gigantesque projet comporte des éléments diplomatiques avec plusieurs pays de notre monde.